Le suicide. On pense tout de suite à un acte profondément personnel, n'est-ce pas? Et si on découvrait qu'une enquête sociologique vieille de plus d'1 siècle a prouvé tout le contraire, qu'elle a révélé des forces invisibles qui nous façonnent tous? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Cette question a vraiment hanté les penseurs du 19e siècle. Ils se sont trouvés face à une énigme, quelque chose de très déconcertant, un schéma caché dans les statistiques les plus sombres de la société. Les observateurs de l'époque ont remarqué quelque chose d'assez troublant. Pour un pays donné, le nombre de suicides restait incroyablement stable d'une année sur l'autre. C'était presque comme si un quota invisible était fixé par une loi cachée. Et cette constance, c'était un vrai défi pour les idées de l'époque. Si la cause était la folie, le désespoir individuel ou même le climat, comment expliquer une telle régularité? Non, la réponse devait se trouver ailleurs. Le mystère s'épaissit. La cause n'est pas à chercher chez l'individu, mais dans la société. Il fallait un tout nouveau type de détective pour résoudre cette énigme. Et c'est là qu'il entre en scène, notre détective, le sociologue français Émile Durkheim. Face à ce mystère, il a proposé une méthode d'enquête, complètement radicale. Son idée maîtresse, pour comprendre le taux de suicide, il faut le traiter comme un fait social, c'est-à-dire une force extérieure à nous qui exerce une pression sur nous. Un peu comme la gravité en fait. Qu'on le veuille ou non, elle est là et elle nous maintient au sol. Sa méthode était une véritable révolution. Au lieu de se perdre dans la psychologie de chaque personne, il a décidé d'utiliser les statistiques comme une sorte de loupe pour examiner la société dans son ensemble. Il ne cherchait pas des coupables, mais des forces sociales, des courants. Alors, armé de cette nouvelle méthode, Durkheim a commencé son enquête. Et les indices qu'il a découverts ont révélé l'existence de 2 puissants courants sociaux, complètement invisibles à l'œil nu. Durkheim a identifié 2 forces fondamentales qui agissent sur nous. D'un côté, l'intégration sociale, c'est-à-dire la force des liens qui nous unissent aux autres, et de l'autre, la régulation sociale, qui correspond aux règles et aux limites que la société nous impose. Alors d'abord, examinons le manque d'intégration. Quand les liens avec la communauté se délitent, que l'individu se retrouve isolé, sa vie peut perdre son sens. C'est ce que Durkheim a appelé le suicide égoïste. Et la preuve la plus frappante de sa théorie se trouve dans la religion. Ce graphique, il est vraiment parlant. Les pays protestants affichaient des taux de suicide bien plus élevés que les pays catholiques ou les communautés juives. Mais pourquoi une telle différence? La raison, selon Durkheim, c'est le degré d'intégration. Le protestantisme, en valorisant le libre examen et la relation directe avec Dieu, crée une communauté moins soudée. À l'inverse, le catholicisme et le judaïsme, avec leurs rituels collectifs et leur forte hiérarchie, intègrent beaucoup plus fortement l'individu. Et ça lui offre un puissant rempart contre le désespoir. Passons maintenant à la deuxième grande force, la régulation. Lorsque les règles sociales s'effondrent, quand la société n'arrive plus à modérer nos désirs, Durkheim parle de suicide anomique. C'est ce qui se passe lors de crises économiques ou de changements sociaux très brutaux. Les anciennes règles ne s'appliquent plus. C'est le règne du « tout est possible », mais sans aucun repère, les désirs deviennent un puits sans fond, ce qui mène à une frustration perpétuelle. À l'inverse, un choc collectif peut renforcer l'intégration. Par exemple, pendant les grandes révolutions de 1848, le taux de suicide a chuté de 18% dans certaines régions. Pourquoi? Parce que face à un grand objectif commun, la société s'est resserrée, donnant à chacun un sentiment de but et d'appartenance. Les coupables ne sont donc pas des faiblesses individuelles, mais bien des déséquilibres dans le tissu social. Une théorie brillante, mais qui, comme on va le voir, n'était pas sans angle mort. Mais l'analyse de Durkheim avait un angle mort important. Et là, on voit bien que c'était un homme de son temps. Quand il s'agit d'expliquer les différences entre hommes et femmes, Durkheim abandonne soudainement sa propre méthode. Au lieu de chercher des causes sociales, il se met à invoquer la nature et l'instinct. C'est une faille majeure, parce qu'il ignore complètement la pression et les contraintes sociales qui pesaient sur les femmes de son époque. C'est un rappel crucial, même les plus grands esprits sont influencés par les préjugés de leur temps. Mais malgré cette limite, le diagnostic final de Durkheim sur la société moderne reste, lui, incroyablement pertinent. Pour lui, la société moderne a détruit les cadres traditionnels comme la famille ou la religion, et ça a laissé un vide dangereux entre l'individu, désormais isolé, et un état lointain et impersonnel. La solution qu'il proposait, ce n'était pas un retour en arrière. C'était de créer de nouveaux corps sociaux, adaptés à l'ère moderne. Des groupements professionnels capables de fournir l'orientation morale et l'appartenance dont les gens ont besoin. Au final, la grande leçon de l'enquête de Durkheim est simple mais puissante. Le taux de suicide est un signe vital de la santé d'une société. Les liens qui nous unissent ne sont pas un luxe, ils sont essentiels à notre survie collective. Ce qui nous laisse avec cette question, peut-être encore plus pertinente aujourd'hui qu'à l'époque de Durkheim, dans notre monde où les liens traditionnels se dissolvent, quels sont les groupes qui donnent encore un sens à nos vies ?